Oups, alors, Malik. Malik Naram, Comment vas-tu? d'Ordinaré. Non, Bonjour Malik. pas d'ordinaire. Ouais, de Radio Principe. Voilà, exactement. Comment vas-tu? Et toi? On peut faire un petit entretien rapide? Allez, faire un petit peu. Attends, je vais te le mettre, c'est moi qui vais te le placer. Je suis à peu près sûr. Voilà. Ah là, je place le micro, donc c'est normal les amis que pour le moment. Voilà. Voilà, je suis avec Malik Naram, Attends que je recule un peu. complice de Ziad dans le média de YouTube Radio Principe. Non, tu peux laisser, ouais, t'as pas besoin. Attends, on va reculer un peu. Alors justement, tu as suivi un petit peu l'actualité, un petit peu les frasques de notre du Tintin de l'Elysée qui représente Davos. Et j'imagine que tu l'as vu en Algérie. Oui, bah, j'ai parlé de ce sujet-là justement. J'avais fait une petite vidéo, une petite intervention sur ça et Macron, encore une fois, élève des Rothschild à leur service toujours. La femme de chambre de Davos. Précisons les Rothschild qui volent l'identité juive, qui se l'approprient. Des incestueux, on le sait très bien à la base dans leur famille, de leur dynastie. Il se fait chahuter assez violemment quand il est en Algérie par la rue, même s'il arrive à trouver des Algériens qui l'accueillent, avec lesquels il va arriver. Complaisants qui auraient été un petit peu payés quand même. Exactement, qui essaient d'avoir un visa pour rejoindre. Éventuellement une petite enveloppe, ça mange pas de pain. Bon, c'est vrai qu'ils ont compris que ce pays-là, ça ne servait plus à rien de le rejoindre. Mais voilà, il y a une volonté de plaire en tout cas à l'éternel colon. Au service du grand capital. Exactement, apatride. Et ouais, ça ne change pas, mais ce qu'on a pu voir aussi, ce qui était assez marrant, c'est que il essaye de s'acoquiner avec, en tout cas il essaie d'attirer les symboles populaires, disco Maghreb, etc., de tourner ça à son avantage, un peu comme quand tu nous avais fait vous voulez une guerre civile. Si on interdit le voile, essayer de prendre l'opinion des croyants, des musulmans, de la mettre dans sa poche, ça ne fonctionne pas. C'est toujours la même chose. Même le second mandat de Macron, la dernière fois, c'était avant sa réélection qu'on s'était vu. Absolument. Alors on voit que le second mandat de Macron, c'est l'accélération. C'était déjà écrit, hein, c'est ce que voulaient les mondialistes. Ils voulaient un deuxième mandat, ils l'ont eu, donc c'est pour moi, il n'y a pas eu de scrutin, proprement parlé. C'est McKinsey qui est encore une fois une vitrine élite qu'on ne nomme pas, qu'on connaît. Macron représente Davos, représente McKinsey, Vanguard, BlackRock. Bon, donc voilà, donc une fois qu'on a compris ça, on sait que ce gars-là va nous emmener à la ruine de toute façon. Comme dirait Klaus Schwab, il ne faut pas avoir peur. Tout va bien, tout est écrit. Alors justement, quelle est la perception des Algériens de Klaus Schwab? Est-ce qu'ils sont au courant de ça? Ils sont loin de ça? Ils sont conscientisés là-dessus ou pas? Ça peut aller du plus, on va dire, celui qui suit, comme en France. Le contexte algérien est très semblable au contexte français, ancienne colonie qui a gardé une proximité culturelle. Donc ça va aller du plus éveillé à celui qui est le plus confiant aux autorités mondiales. Encore une fois, comme cette marche modeste, cette marche des modestes, de ceux qui se lèvent humblement, frappés pour percuter. De petits mais déterminés. Exactement, percuter avec pertinence. Parce qu'à côté de ça, on a des manifestations braillardes, hurlantes. Mondialiste à souhait, en soutien à Hassani Kouissen, cet imam qui subit de plein fouet ceux qui ont des musulmans du quotidien, des chrétiens du quotidien également, des travailleurs. Apparemment on t'entend mal, on va essayer de se déplacer. Apparemment les gens disent qu'ils t'entendent mal. Si je tiens le micro proche de moi. En principe c'est pas le micro, c'est les sources parasites, c'est vraiment ça. Et toi parle un peu plus fort par contre. Donc je disais par rapport à l'humble travailleur qui ne se rattache même pas à une confession en tant que telle. Là, Hissène, qui avait acheté un pavillon en 2003 au sieur Darmanin, aujourd'hui se prend de plein fouet
cette trahison chronique, hein, pharaonique, hein, pour ne pas... Ouais, parce que Hussein, c'est un imam de la République. Hein. Exactement. Et puis, C'est vraiment un pur produit. le pharaon Moussa, parce que normalement, dans l'histoire, Moïse affronte le pharaon. Ouais. Là, Moussa Darmanin, Gérald Moussa Darmanin, règle ses problèmes personnels avec lui et profite visiblement de sa stature de ministre pour s'attaquer et régler une ancienne histoire, une histoire ancienne. Donc aujourd'hui, on voit que pas loin d'ici, il y a une grosse manifestation en soutien à cet individu. Et encore une fois... Qui finalement a donné les outils pour scier la branche sur laquelle il était assis. Il faut quand même dire les choses. C'est pas une personne à plaindre, c'est pas une personne que l'on peut, à pleurer, etc. Maintenant... il est loin d'être à plaindre, il est bourré de moyens financiers. Exactement, et lui qui même religieusement s'alignait sur l'agenda globaliste, il faut le dire clairement, quand il appelait sans cesse à ce que l'argent des musulmans soit distribué pour des projets franco-français, mais loin en réalité du respect de la culture française, du respect de la nation française. Lorsqu'il nous parle de la France, lui, sa définition, c'est la Révolution française. C'est-à-dire que clairement, le jacobinisme... C'est un laïciste. Exactement. Un laïciste qui dépasse de loin l'amour que Jules Ferry avait pour le sécularisme. Au niveau du son, ça va ? Ouais, alors tu vois, je viens de lire un truc là, parce qu'il y a des gens, ils sortent des choses, mais ça n'a aucun sens. Le bon n'a rien. Alors, je crois que lui c'est un troll, mais je pense qu'il va dégager. Un imam de la République, c'est bien la République qui a permis l'islam en France, non? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est la République. Mais qu'est-ce qu'on met dans la République? Moi je mets le gang des ampoules. Compas et équerre, d'accord? Et que normalement, les musulmans devraient s'estimer contents du système. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à ce bon n'a rien? C'est son commentaire entier, ça. Ouais, c'est ça. Le fait est que l'islam, il faut rappeler historiquement dans quel contexte il vient au 8e siècle. Et l'islam vient pour... En France, en France. Exactement. Ah oui, on parle vraiment de voilà. pénétration en France. Ouais. Exactement. Mais là, justement, dans le sud de la France, historiquement, avec les conquêtes omeyyades, c'est pas le même contexte. Exactement. L'islam arrive de cette manière. Donc, lorsque les Visigoths s'effondrent, les populations qui vivaient sous les Visigoths étaient bien contents que ce royaume ne soit plus. Et était pour beaucoup, on avait même parlé avec Youssef Indy, beaucoup de gens de la population... Youssef qu'on salue d'ailleurs. On salue. Accueillaient les Omeyyades et leurs soldats comme des libérateurs. Et avec beaucoup plus de sympathie que Charles Martel, etc., que le royaume des Francs. Donc tout ça pour revenir sur le fait que l'islam en France, en tant que tel, sous la République, maçonnique par essence, n'est là que parce qu'on ne le tolère que son symbole en réalité. On tolère que son symbole et on l'utilise et on le retourne contre les musulmans. Parce qu'en tant que tel, les musulmans étant extérieurs à la France, lorsqu'ils viennent ici, il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce que l'islam soit accepté comme religion d'État. Ça n'a pas de sens, ni vis-à-vis de la chrétienté, et encore moins vis-à-vis du laïcisme. De ce qui reste de chrétienté. Exactement. Oh oui. Non, mais c'est-à-dire, historiquement, si c'était encore la couronne française, exactement. Ça ne se discute, on ne discuterait même pas. L'autorité du roi ou l'autorité en place, quoi. Tout simplement, et les musulmans devraient, moi je le dis encore une fois, les musulmans doivent être conscients que vivre en terre d'islam, le retour en terre d'islam pour la minorité musulmane est une nécessité s'ils veulent vivre pleinement leur religion. Maintenant, on peut vivre avec respect auprès d'autres communautés, mais dire merci aux Jacobins pour l'acceptation de l'islam, non, on a Hassan Hussein qui est au service de ces derniers, justement. Et il n'est pas le seul, il y a eu Tariq Ramadan, Hassan Hussein, Abdenour Bidar, enfin ils sont les gens. C'est toute la classe frériste. Hein, ah oui, tous ces gens-là ont milité pour un islam des Lumières, exact, qui est déjà en fait un contresens, parce que le siècle des Lumières lui-même, c'était déjà un venin anti-France. C'est ça. Donc à partir du moment où on vous parle d'islam des Lumières, pensez bien qu'il y a une main qui manipule tout ça. Exactement. Donc effectivement, alors on va dire oui, l'islam est indésirable en France. C'est vrai que les Français ne voulaient pas... Il faut être honnête là-dessus. Politiquement,
je pense qu'effectivement, les Français ne voulaient pas de l'islam. Mais ils n'avaient rien contre forcément les musulmans. Et pourquoi? Parce que les Français étant déracinés et acculturés et dépolitisés, n'ont absolument eux-mêmes pas compris le rôle de la monarchie et la bascule qu'il y a eu avec la République. On parle de grande bascule, mais le fait qu'on ait coupé la tête de Louis XVI, qu'on ait commis donc un parricide sur le plan de la patrie, pour justement mettre cette entité qu'on appelle la République, dont on connaît les arcanes et les ressorts et les dessous, il faut bien imaginer que derrière, ce n'était pas pour le bien du peuple. Donc, victimes sont les Français, victimes sont les musulmans, déracinés et eux-mêmes acculturés et raccrochés au système mondialiste, américanoïde, Macworld, qui aiment la consommation. Les musulmans, je les vois, ils sont dans la consommation. Les nanas, ce qu'on appelle les beurettes, elles sont chez Sephora, elles achètent, elles se battent quand il y a des promos pour acheter des glosses et des rouges à lèvres. C'est pas ça l'islam, effectivement. Exactement, c'est pas ça l'islam. Comme disait le slogan, c'est pas ça l'islam. C'est réel, l'islam n'est pas là. C'est pas cette parodie comme de gens qui se jettent sur des produits de consommation courante. Tout simplement, on est devenu, alors, Guénon parlait justement des gardiens de la tradition concernant l'Orient. Je connais, ils vont me dire que je défends l'islam. Les musulmans. Il y en a qui vont me sortir ça. Ouais, Maximus, t'es musulman en fait. Non, c'est juste, je suis un type honnête, c'est tout. Bien sûr, c'est objectif. C'est comme si on résumait le christianisme à Vatican II, voilà, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Le catholicisme qui s'est ça n'a rien à voir avec Vatican II. Le pape qui aujourd'hui dit que les homosexuels sont des enfants de Dieu, sans rajouter qu'ils se sont égarés. Voilà. Les enfants égarés de Dieu. Voilà. Exactement. Donc clairement, on est dans encore une fois, on vit en pleine contradiction. Oui, en schizophrénie totale. Oui, pure et dure. L'islam ne peut pas être fondu dans le sécularisme, le catholicisme non plus. C'est antinomique. Le siècle, on y vit tous, c'est la vie de tous les jours, mais le siècle ne doit pas devenir notre boussole. C'est normalement vers Dieu que l'on se tourne, c'est vers lui que l'on place, c'est en lui que l'on place notre confiance. Et forcément, ici-bas, on ne peut pas vivre éternellement déjà, et on ne peut pas vivre continuellement en pensant que tout va bien, nous sommes à notre place, métro, boulot... Dodo, aliénation. J'allais dire autre chose, mais oui, métro, boulot... aliénation. Aliénation, tout simplement. Ah oui. Et penser que en s'injectant des doses de jus de carotte. De jus de carotte, voilà. qui sont en réalité issus des directives de l'OMS. Encore une fois, j'aime à rappeler que le vaccin n'est pas seulement dangereux et une chose que l'on ne devrait pas s'injecter, mais c'est avant tout issu des directives de l'OMS. En tant que croyant, tu ne peux pas obéir à Nemrod. Tu ne peux pas obéir au tyran, au Tarout, comme le dit en arabe, donc le tyran, celui qui est adoré en dehors de Dieu, l'idole, Baal, etc. Tous ces rois qui se sont donné ce nom, toutes ces idoles qui ont été adorées en dehors de Dieu. Tous ces héritiers de Babylone. Exactement, aujourd'hui l'OMS, c'est cela. C'est Babylone. L'ONU, c'est cela. Les Babylone. C'est cela. Les trusts, c'est cela. Donc il faut exactement... Il faut faire l'inverse. Voilà. Aller à l'encontre de cela. Et bien sûr en paix, comme nous faisons aujourd'hui. Et c'est dans la rareté que se trouve la qualité. Exactement. Pas là où il y a des masses qui s'agglutinent, qui répètent qui scandent des slogans complètement aseptisés et qui pensent qu'en défendant le frérisme pour les musulmans ou en défendant Vatican II pour les chrétiens, ils pourront recouvrer leur honneur. Pas du tout. Clairement, on est sur quelque chose de... Exactement, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un sentimentalisme de la communauté musulmane. Chaque fois qu'il y a une personnalité publique musulmane, alors des fois c'est pas toujours un imam, mais ça peut être un joueur de foot comme Benzema, qui se distingue par ses frasques, et on trouve des musulmans qui viennent en défense d'un comportement que moi, même en tant que chrétien, je peux que réprouver parce qu'il est amoral, sans être musulman, mais je me dis, je comprends pas, lui les musulmans, ils devraient justement condamner ce comportement amoral, mais il va le défendre parce qu'il va dire, non, mais Benzema, il est bien, machin, etc. Et on retrouve cette espèce de schizophrénie, où tout ce qui est lié en fait au merchandising du temple, on va dire, bah, c'est défendu, y compris même par des gens qui se disent dans la piété, quoi. Et c'est là où on se dit, mais les mecs, ils ont décroché, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
les faux dévots. Ex- Le faux dévot. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que ça défend Hassan Iqiyoussen, alors que Iqiyoussen, il est absolument indéfendable. Et bientôt Bilal Hassani. Ah, je Si on pense est que ça parti va. comme ça, non mais si on est parti comme ça, bientôt il y en a qui vont défendre Bilal Hassani. Ah, je pense que Iqiyoussen, il incarne quelque chose d'un peu plus verticalisé que. C'est pour ça qu'ils le défendent. Pour Mais- l'instant, c'est-à-dire que quand on voit les frasques, comme on parlait des frasques, hein, Ouais. ce que Hussein dit sur la religion, bah, on parlait justement du volet financier, la zakat qui est l'impôt sur la richesse, tu vois la manière dont il en parle, ou même la zakat, elle fait donc l'impôt du moment où on déjeune, où on finit le jeûne, la fin du carême, du jeûne de Ramadan. Il te dit que parce qu'en principe on la donne en nourriture, on nourrit le pauvre directement sans lui donner d'argent, on le nourrit donc d'un repas. Il dit que cette nourriture-là est bonne pour les rats. Ah Je ouais. préfère la monnaie, je préfère Ouais, je préfère le bon ce qui argent, sort des banques, le bon argent. que la nourriture. Et je veux ça pour ma mosquée, donc sa mosquée devient un temple en réalité du capital et tout ce qui s'ensuit. Et là, on est typiquement dans la SDS, hein, synagogue de Satan. Tu fais du commerce, tu vends des idoles, finalement, puisque tu veux de l'argent. Donc finalement, on te donne ce qu'on appelle des talents, hein, c'est la monnaie, quoi. Hein. La monnaie qui a servi à sacrifier le Christ, quoi, tout simplement. Donc finalement, tu es un sacrificateur, tout simplement, mais de l'humanité. Et non pas un protecteur. Voilà. Donc on ne peut pas défendre Iqiyoussen, mais il n'est pas le seul, malheureusement. Ah oui, bien sûr. Il y a eu Ramadan avec ses frasques sexuelles, pareil, qui a trouvé des défenseurs, alors que normalement, Ramadan, je suis désolé, il était indéfendable. Quand bien même la personne se repent, ça c'est autre chose, c'est entre lui et son Seigneur. Mais ne va pas militer pour des gens qui t'enfoncent, pour des gens qui pendant des décennies te disent assimile-toi à quoi? À ce modèle-là, encore une fois, de déracinement entier, plénier, où justement on te somme de rester dans un pays, par exemple, hein, qui te déteste, mais qui a besoin de main-d'œuvre. Voilà. Oui, mais en fin de compte, Ce camion, voilà, c'est ça. poubelle qui passe, Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en BFM, Canal+, etc., qui sont gardés par des Arabes, des Noirs. Exactement. Voilà. La main-d'œuvre, on en a besoin. Donc, Les petites mains. voilà, tu restes ici, alors que nous avons une myriade de pays, nous les musulmans, pareillement pour d'autres confessions, qui ont un réel besoin des enfants, de ceux qui se sont installés ici pour, normalement c'était temporaire. Ils étaient venus là temporairement, nos parents et pour certains arrière-grands-parents. Et que faisons-nous en tant que musulmans en France? On perdure à répéter un modèle qui déjà est périmé et à le réanimer alors que ce modèle-là est mort, ce patron-là social et sociétal est complètement HS. On ne peut pas on ne peut pas réanimer un mort c'est un mort. Donc il faut clairement sortir de là et quand on a des Ramadans, des Hussein ou d'autres qui pendant 20 ans, 30 ans tiennent à leur trône celui de la prédication, celui du télévangélisme, télécoranisme si on veut faire un jeu de mots avec ça, malheureusement on voit que ces derniers sont lâchés par leur maître et humiliés en place publique jusqu'à les forcer à fuir, hein, comme Hussein a fait son pays. Et derrière cela... Et il veut rentrer au Maroc alors que le Maroc n'en veut pas. Voilà. Donc, paradoxe. Maroc est pareil, qui est un pays corrompu aussi. Quoi. Ah oui, bien sûr. De toute façon... Comme même l'Algérie, hein, de toute façon. Toutes les nations, exactement. De toute façon, l'Algérie c'est pareil, la Tunisie c'est pareil. C'est ça, il y a un patriotisme algérien qui est... Le nationalisme du drapeau algérien quand il y a des matchs de foot. Qui est beaucoup, voilà, donc de surface, superficielle. On ne comprend pas les enjeux du pays. On ne comprend pas que le Hirak, le mouvement populaire, quand il est sorti, il n'est pas sorti pour dire l'armée c'est trop bien, gardons l'armée en tant que telle avec les têtes des généraux. Non, ils t'ont dit il y a une corruption qui va bien au-delà de ça. Exactement. Par exemple, un nationaliste de base algérien te dira l'Algérie c'est antisioniste. Excuse-moi, aujourd'hui l'Algérie, le régime militaire algérien est aliqué sur la politique étrangère Française qui est
l'un des parrains d'Israël. qui est grand orientesque, on va dire. Voilà, comme ça c'est... C'est-à-dire que le Maroc a laissé les Israéliens s'installer, mettre leur base. Il y a les réseaux azoulais qui sont là-bas, on en parlait tout à l'heure. Mais à côté de ça, C'est affiché, c'est ouvert. mais voilà, à côté de ça, l'Algérie, c'est en off, un peu comme une certaine présidence iranienne à un moment, au début des années 2000, ou même à l'époque des contrats avec les Américains, où certes, il y avait une opposition à Saddam Hussein qui avait un soutien américain, mais de l'autre côté, il y avait aussi un soutien américain tacite aux Iraniens. Ah oui, Toujours ce jeu-là. toujours un double jeu, Exactement. systématique. Et c'est pareil, on voit très bien que l'Algérie est dans la main des généraux qui ne lâcheront pas l'Algérie. Et les je suis désolé, les généraux c'est Paris. C'est Jean-Yves Le Drian, avec le Grand Orient, avec le fils de Jean-Yves Le Drian. C'est tous ces gens-là qui tiennent encore qui tiennent quelque part l'Algérie. Je suis désolé. Bien sûr, et c'est ça qu'on ne veut pas regarder, qu'on ne veut pas voir quand on est porteur d'un nationalisme extrême, quand on n'est pas sur une ligne souverainiste, du moins souveraine. Et en Algérie, justement, il y a cette possibilité de trouver à travers, par la voie de certains médias, des relais d'intégrité qui ont compris l'esprit de la révolution algérienne et qui ont hérité de cet esprit contestataire réel, non pas impérialiste, mais anti-globaliste, et qui font avancer les choses. Oui, parce que le globalisme, c'est l'esprit des marchands du temple, de Lucifer. Exactement. Donc dès qu'on a compris ça, normalement, on est censé combattre le même ennemi, parce que c'est un ennemi non seulement de Dieu, mais c'est aussi un ennemi de l'humanité. Et ça, il faut qu'on le comprenne tous. Et les gens qui me disent, on n'est pas là pour faire des querelles scolastiques, de savoir si mon livre il est mieux que son livre, si le Coran c'est mieux que la Bible, etc., qui est dans le bon chemin, le droit chemin. On s'en fiche, on travaille pour le bien commun. Et de toutes les façons, cette décision revient à Dieu lui-même, qui jugera qui aura été juste ou pas. Et d'ailleurs, on est parfois surpris des choix de Dieu, car Dieu peut choisir même parfois quelqu'un qui n'est ni musulman, ni chrétien, pour que son destin s'accomplisse. Donc ne parlez pas à la place de Dieu, s'il vous plaît. Vous êtes bien arrogant. Laissez Dieu faire ses affaires. Il est assez grand pour le faire tout seul. C'est-à-dire que même des gens qui étaient complètement désaxés vis-à-vis du plan de Dieu, vis-à-vis du chemin de Dieu, peuvent arriver à amener une vérité et rétablir un certain équilibre. Et ensuite, ils passent le relais. Il ne faut pas penser que nous sommes irremplaçables, indispensables. Nous devons de passer le relais. C'est pour ça qu'on ne peut pas éternellement pleurer sur les héros du passé Et une époque qui est différente. Exactement. Et justement, L'époque de la Mecque et l'époque d'aujourd'hui, c'est deux époques différentes. c'est ça. Aujourd'hui, musulmans et chrétiens se côtoient dans des espaces géographiques, pour les uns qui sont anachroniques, on va dire, et pour d'autres qui sont peut-être un peu plus naturels, mais ça n'est pas des choix volontaires de transgression. C'est des circonstances qui ont fait que chrétiens et musulmans sont dans le même espace parce que ça a été, entre guillemets, le plan justement de ces satanistes, de ces mondialistes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors les gens ils parlent de rémigration. Alors moi je veux bien qu'on parle de rémigration, mais il faut que ça soit un choix. Salut. Il faut que ça soit un choix voulu, intelligent, concerté, humain, et que chacun y trouve son compte. Bien sûr. Le retour, moi je le préconise dans des bonnes conditions. Bien sûr. Si on ne se sent pas de vivre là, et que l'on est musulman, au lieu de crier sur tous les toits notre mécontentement, rentrons là où éventuellement on a les conditions adéquates pour pratiquer sa religion. Voilà, et nous verrons que même là-bas, ce n'est pas aussi facile. C'est pas le paradis non plus. Le problème du mondialisme, c'est qu'il n'a pas de frontières. Exactement. Transnationale. Il est où que tu sois, l'adoration de Dieu aujourd'hui est combattue. Exactement. La soumission à Dieu, à sa volonté, est combattue. Ok. Merci à toi. Merci à toi, Malik. C'est moi qui te remercie. Merci.